C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les éléphants qui s'inclinent face au pharaon. La Côte d'Ivoire a perdu au tir au but face à l'Égypte en huitième de finale de la CAN. On fera le point sur cette rencontre avec notre envoyé spécial au Cameroun et on ira aussi à Abidjan où la grande déception n'empêche pas les supporters de faire la fête. La tempête tropicale Anna s'est abattue sur Madagascar, le Mozambique et le Malawi. Le bilan humain est provisoire, au moins 47 personnes ont péri. Les dégâts matériels sont aussi considérables, on y reviendra dans cette édition. Et puis ce geste d'Emmanuel Macron envers les pieds noirs, les rapatriés d'Algérie. Le chef de l'État a reconnu la responsabilité de la France dans la fusillade de la rue d'Isly, survenue en mars 62. Une reconnaissance qui s'inscrit dans la continuité des gestes d'Emmanuel Macron, mais qui intervient en pleine campagne présidentielle. Décryptage dans un instant. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont inclinés face au pharaon d'Égypte à l'issue des tirs au but. On fait le point avec notre envoyé spécial à Douala, Benoît Perrochet. Des joueurs ivoiriens abattus dans le rond central à l'issue de ce huitième de finale face à l'Égypte. C'est l'image qu'on va retenir de cette soirée ici à Douala. Les éléphants qui quittent cette Coupe d'Afrique des Nations, nous laissant un sentiment mitigé, séduisant lors de la phase de groupe, dégageant une vraie force collective. Eh bien, ça n'a pas du tout été le cas ce soir face à l'Égypte. Des Ivoiriens désorganisés après la sortie sur blessure du milieu de terrain du Milan AC, Franck Kessié. Malgré de nombreuses occasions, l'Égypte ne va pas réussir à en profiter. Encore beaucoup de maladresse et de manque de réussite des attaquants égyptiens devant le but ce soir. Les Ivoiriens, eux aussi, se sont procurés quelques opportunités, mais jamais ils n'ont réussi à imposer leur rythme au cours de cette partie. C'est donc lors de la séance des tirs au but que les deux équipes ont dû se départager. Mohamed Abougabel, qui était entré à la 85e minute de jeu, a réussi à détourner le tir d'Eric Bailly sur la barre transversale. Malheureux, le défenseur de Manchester United, qui a réalisé pourtant une belle canne jusque-là. Il y aura forcément et certainement de la déception ce soir du côté d'Abidjan, puisque ces Ivoiriens sont donc éliminés en huitième de finale. Il n'y aura pas de mondial non plus au Qatar en fin d'année, avec peut-être des répercussions au sein de cette sélection ivoirienne dans les prochaines semaines. La route continue en revanche pour les Égyptiens qui retrouveront les Lions de l'Atlas, les Marocains, dimanche prochain à Yaoundé en quart de finale. En Côte d'Ivoire, les supporters sont partagés entre déception d'avoir perdu et satisfaction d'avoir montré une belle équipe tout au long de la compétition, comme nous l'explique notre correspondante à Abidjan, Anne Ferjani. Le gros coup de massue pour les éléphants ivoiriens et pour les supporters ivoiriens, la Côte d'Ivoire qui était donc à l'heure de cette grande rencontre face à l'Égypte et qui aura cru jusqu'à la dernière minute à la victoire des éléphants. Et vous l'avez dit, on l'a entendu tout à l'heure, Benoît l'a expliqué, c'était un long match difficile pour les Ivoiriens et c'est finalement la dernière étape des tirs au but qui aura permis au Pharaon de s'imposer et de se qualifier pour les quarts de finale. Alors évidemment ici, depuis que le coup de sifflet de fin de match a été donné, l'ambiance est morose. Les rues de la ville commencent peu à peu à se vider. Alors beaucoup de supporters qui étaient survoltés plus tôt dans la journée étaient tout simplement dépités, très déçus du résultat. Et puis sur la toile et bien sur les réseaux sociaux, beaucoup de réactions depuis la fin de ce match. On a vu par exemple certains internautes tout simplement dénigrer cette victoire qu'ils estiment à peine obtenue, pas de quoi de se vanter du côté des Pharaons pour beaucoup d'internautes, donc plutôt amers. Et puis de l'autre côté des internautes qui ont choisi plutôt de se concentrer, de se focaliser sur l'effort qui a été accompli et qui ont choisi d'être reconnaissants envers cette sélection ivoirienne des éléphants, donc qui selon eux se sera battue jusqu'à la dernière minute, qui aura tout donné et qui, pour reprendre le terme de certains internautes, pourra rentrer à la maison la tête haute. Voilà, et on passe à la deuxième affiche de ces huitièmes de finale entre le Mali et la Guinée équatoriale. Après une séance de tirs au but, c'est finalement la Guinée équatoriale qui se qualifie pour les quarts de finale. 6 tirs au but à 5. Ces images des joueurs gabonais de retour dans leur pays, éliminés en huitième de finale de la compétition par les étalons du Burkina Faso. Les Panthères ont tout de même reçu un accueil chaleureux. Près de 5000 supporters massés le long de l'aéroport international de Libreville ont tenu à saluer leur performance hier soir. On les écoute, suivi de la réaction de Patrice Neveu, le sélectionneur de l'équipe. Comme ils portent le nom Panthère,
On a vu des Panthères sur le terrain. On s'en fout du résultat au finish. Je pense que pour beaucoup, ici, on pensait que c'était 3 matchs, 3 défaites. Et ils ressortent de là sans défaite au bout de 90 minutes. Je pense que quand même, pour une fois, on peut leur dire merci. On n'est pas souvent vainqueurs, mais souvent, les Panthères nous ont fait plaisir. À moi et aux autres, ils nous ont fait plaisir. Voilà pourquoi nous sommes là. Surtout satisfait, je dirais, du comportement des joueurs et de l'engagement qu'ils ont mis à l'égard du drapeau et du peuple. On leur devait ça. Il fallait absolument renvoyer l'image, une vraie image patriotique de jeunes qui pratiquent ce sport et qui sont là pour tout donner sur une grande compétition. On va s'arrêter un instant sur cette bousculade qui a endeuillé la CAN. La Confédération africaine de football exige la mise en place d'une commission et l'ouverture d'une enquête. La bousculade à l'entrée du grand stade Olembe de Yaoundé a fait 8 morts et une quarantaine de blessés. Reportage de nos correspondants. Recluse dans sa maison d'un quartier de Yaoundé, Rosalie est inconsolable depuis la disparition de son époux. Moïse, 65 ans, ancien commercial à la retraite, était allé encourager l'équipe du Cameroun face aux Comores lors des 8e de finale de la CAN. Il a perdu la vie lors d'une bousculade mortelle devant le stade d'Olembe le soir du 24 janvier, comme on peut le voir sur cette image amateur. Mon mari, il n'était pas seulement mon mari, il était mon copain, mon ami, mon tout. Il est parti au stade 7. Lui et moi, on s'est vu le matin. Mais je ne l'ai plus revu jusqu'au jour d'aujourd'hui. À cause du football. L'accident a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. Des blessés pris en charge dans plusieurs hôpitaux de Yaoundé, comme celui-ci, quelques kilomètres plus loin. Dans les chambres, le directeur Pierre Fouda rend visite comme chaque jour aux 7 patients dont ses services s'occupent. Quand ils sont arrivés, beaucoup avaient des problèmes de contusion. Je peux dire aujourd'hui qu'ils sont hors de danger. Hors de danger, mais pas encore remis du traumatisme de cette bousculade. Cette victime qui a requis l'anonymat se souvient. Lorsque ça s'est passé, on m'a marché dessus. Il y avait le ventre au sol, le dos est à l'air, il y avait les gens qui marchaient sur moi. Et j'étais étouffé. Le drame soulève désormais de nombreuses interrogations, notamment sur la responsabilité de la sécurité à l'entrée du stade d'Olembe. Un stade autour duquel des Camerounais comme Moussa viennent se recueillir. Lui a perdu une amie. Il souhaite désormais que justice soit faite. C'est un choc, véritablement. C'est un choc. Surtout qu'on a l'impression qu'il y avait tous les moyens pour éviter cela. Ce n'était pas une fatalité. Ce n'était pas quelque chose d'imprévisible. Selon les autorités, une enquête est en cours pour établir les responsabilités lors de la tragédie. Les matchs de la compétition dans le polémique stade d'Olembe ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre par la CAF. Voilà pour l'actualité de la CAN aujourd'hui. Le Mozambique, Madagascar et le Malawi ont été balayés par la tempête tropicale Ana. Elle a déclenché de violentes inondations, des glissements de terrain et des coupures d'électricité sur la majeure partie des 3 pays. Pour l'instant, le bilan fait état d'au moins 47 morts. Laurent Berstécher. Essoufflé, les yeux encore gonflés par les larmes et l'épuisement, Merci Djalilosi peine à se remettre de son traumatisme. Alors qu'elle traversait un pont surplombant la rivière du Shire, sa voiture a été emportée par les eaux. Après avoir traversé Madagascar, la tempête tropicale Ana s'est abattue lundi sur l'Afrique continentale. Au Malawi, les crues ont entraîné d'importantes coupures de courant et partiellement détruit l'autoroute principale du pays. Des dégâts qui ont retardé les opérations de sauvetage. Selon les autorités locales, des centaines de personnes pourraient se retrouver piégées par la montée des eaux. We are talking of Nsanje, we are talking of Chikwawa, Chirazulu, Palombe, Mulanje. All these areas have been affected. So the tropical Ana has really created a very big challenge.
La tempête Ana a également fait des ravages à Madagascar et au Mozambique, où des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur logement dans des glissements de terrain. Ces dernières années, les tempêtes et cyclones qui s'abattent régulièrement sur le sud de l'Afrique ont gagné en intensité, à cause notamment du réchauffement climatique et de la montée du niveau des eaux. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, de Mauritanie, du Niger et du Tchad n'ont pas pu s'entendre sur la tenue d'une réunion conjointe avec des représentants de l'Union européenne ce mercredi à Bruxelles. C'est ce qu'a déclaré le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires extérieures, Joseph Borrell. Par ailleurs, sachez que la CEDEAO va tenir un conseil extraordinaire ce vendredi au sujet du Burkina Faso et du Mali. La CEDEAO qui condamne fermement le putsch au Burkina Faso. Vous le savez, Takuba, cette coalition des forces spéciales européennes voulue par la France pour lutter contre les djihadistes dans le Sahel et dans le collimateur de Bamako. Les autorités maliennes ont dénoncé lundi le déploiement de troupes danoises dans le cadre de cette force. Le Premier ministre de transition, Choguel Meiga, qui a demandé au Danemark de retirer ses forces spéciales, s'est expliqué. On l'écoute. Si vous voulez venir au Mali, c'est un engagement entre Danois et Maliens. On n'acceptera plus que quelqu'un vienne dans notre pays. Surtout qu'ils disent qu'ils vont mettre en place une force dite d'attente. Ils viennent pourquoi? Est-ce qu'ils ne viennent pas préparer quelque chose contre notre pays? Nous n'accepterons plus cela. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux Danois de rentrer chez eux. Personne ne viendra plus au Mali par procuration. Avant, ça se faisait. Aujourd'hui, c'est fini. Sous l'autorité d'Assimi Goïta, ça ne se fera plus. Si quelqu'un doit venir au Mali, on doit se mettre d'accord là-dessus. Ce geste d'Emmanuel Macron à l'égard des rapatriés d'Algérie, les pieds noirs, le chef de l'État a reconnu la responsabilité de la France dans la fusillade rue d'Isly. C'était le 26 mars 1962, une semaine après la signature des accords d'Évian. Des dizaines de personnes sorties manifester contre l'indépendance de l'Algérie sont tombées sous les balles de l'armée française. Alger, 26 mars 1962. Les accords d'Évian sont signés depuis une semaine. La guerre d'Algérie est officiellement terminée. Mais à l'appel de l'OAS, 30 000 partisans de l'Algérie française manifestent et tentent de forcer les barrages installés par l'armée. Ils arrivent au niveau de la rue d'Isly. Soudain, une fusillade éclate. L'armée française tue au moins une cinquantaine de personnes, toutes civiles, et fait des centaines de blessés. L'Algérie française vient d'avoir ses martyrs. L'armée française qui tire sur des Français. Pour la première fois, l'État admet sa responsabilité. 60 ans après, la France reconnaît cette tragédie. Ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République. Impardonnable, un mot d'apaisement vis-à-vis des pieds noirs qui succède à un autre geste mémoriel. Il y a 3 mois, Emmanuel Macron avait qualifié d'inexcusable le massacre du 17 octobre 61 à Paris contre des Algériens. Il y a quelque chose du en même temps cher à notre chef d'État. Il faut donc reconnaître qu'il y a eu toutes sortes de groupes qui ont souffert de cette période pour essayer d'apaiser l'ensemble et en même temps de faire en sorte qu'aucun groupe ne se sente oublié. Ce soir, Marine Le Pen dénonce ce qu'elle appelle le clientélisme électoral du président, pas encore officiellement candidat à sa réélection. Une reconnaissance qui s'inscrit dans la continuité des efforts mémoriels entamés par Emmanuel Macron. Depuis son élection, le chef de l'État multiplie les gestes de réconciliation avec l'Algérie, avec les harkis également. Pour beaucoup, il manquait aussi cette reconnaissance à l'égard des pieds noirs. Seulement, ce geste intervient en pleine campagne présidentielle sur un des thèmes privilégiés de l'extrême droite. Écoutez l'analyse de Karim Eyaoui. C'est vrai que ça ne va pas forcément satisfaire tout le monde. D'ailleurs, une association de rapatriés importante n'a pas voulu venir parce qu'Emmanuel Macron, en 2017, avait expliqué que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Certains vont dire qu'il s'adressait à un électorat à l'époque et qu'il s'adresse à un autre électorat aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un certain nombre de maires qui étaient présents, celui de Montpellier ou encore celui de Béziers, Robert Ménard, dont on connaît la position politique plutôt à l'extrême
l'extrême droite. En tout cas, Emmanuel Macron, d'autres expliqueront qu'il a sans doute voulu aussi opérer un rééquilibrage puisqu'il s'est adressé dans un premier temps aux Algériens, aux enfants d'Algériens, en reconnaissant l'implication de la France dans la mort d'Ali Boumengel, cet avocat nationaliste algérien, ou encore en s'arrêtant un instant sur le massacre du 17 octobre 1961, lorsque Maurice Papon a fait jeter dans la Seine des dizaines d'Algériens. Et on est finalement dans une autre séquence où Emmanuel Macron s'est adressé récemment aux harkis. Il s'adresse désormais aux rapatriés d'Algérie. Mais évidemment, en cette année d'élection présidentielle, beaucoup y verront une manœuvre politique, ce que du côté de l'Élysée, évidemment, on rejette en bloc. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.